Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de Marc Dorcel, l'entreprise Marc Dorcel tout d'abord? Alors, le groupe Marc Dorcel a été créé en 1979 par Marc, à la base société de production de films pour adultes. Et depuis une dizaine d'années, le groupe a évolué la société de production a évolué en un groupe audiovisuel avec une diversification de ses activités qui va de un magazine papier à des boutiques physiques, à plusieurs chaînes de télé sur une trentaine de pays en Europe, à des services internet, de la vidéo à la demande, sur tout type de support, ça va de la télé connectée à la tablette, au mobile, à l'ordinateur. Voilà, pour faire très simple sur la présentation de ce qu'est Marc Dorcel, notoriété assez forte dans les pays francophones. C'est une cinquantaine de collaborateurs, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Voilà. Et depuis la création de Marc Dorcel, comment évolue le marché de la pornographie? Est-ce qu'il est impacté par la crise ou Alors, forcément, le marché de la pornographie a évolué avec les technologies et en tout cas les moyens de diffusion et de distribution, que ce soit technologique ou légal. Et effectivement, depuis ces dernières années, le marché a évolué avec la crise, forcément comme tout type d'industrie, accentuée par le piratage dans le contenu adulte et la présence de tubes, donc de plateformes de diffusion gratuites et en général illégales des contenus. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que vous venez de dire. Laurent Wauquiez, qui est député et ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a déclaré pendant l'émission qu'il consultait YouPorn comme tout le monde. Est-ce que pour vous c'est une déclaration positive pour faire tomber un tabou ou c'est pour inciter au piratage? Je pense ni l'un ni l'autre, je ne sais pas, alors je n'aime pas m'exprimer sur la politique. Je ne sais pas s'il connaissait vraiment le sujet dont on lui parlait. Après, je pense qu'il, sans parler de cette marque en particulier, je pense que tout le monde a déjà vu des films adultes. On a fait un sondage IFOP en 2009 où 93% des Français avouent avoir déjà visionné toute ou partie d'un film X. Donc je ne pense pas que ce soit hors norme. Voilà. Et est-ce que vous avez constaté une évolution dans la façon de consommer le contenu pornographique au fil des décennies, avec par exemple Internet? Et est-ce qu'il y a des évolutions dans les méthodes de tournage liées à cette évolution de la consommation? Oui, l'évolution elle a été assez profonde, forcément en termes de diffusion ou distribution, puisqu'historiquement, quand Marc a créé la société, les films étaient disponibles qu'au cinéma. Maintenant, je pense que dans toute la génération, on va dire Y que vous êtes, se dire que le seul moyen de voir un film X, c'était d'aller en salle de cinéma entouré de plein de gens, ça peut paraître bizarre, et pourtant c'était un standard. Toutes les salles de cinéma diffusaient des films X. Si vous regardez les défilés du 14 juillet où le président de la République, à l'époque Giscard d'Estaing, descendait les Champs-Élysées, toutes les salles de cinéma diffusaient des films X. Plus de la moitié des films programmés sur les Champs-Élysées, par exemple, étaient des films adultes. Des films comme Emmanuel sont restés plusieurs années en programmation. C'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas imaginer actuellement d'avoir une affiche d'un film X. Ensuite est arrivée la VHS, la vidéo. Ensuite est arrivée aussi l'évolution de la diffusion télé. C'était quelque chose de nouveau. C'est Canal qui a été la première chaîne de télé au monde à diffuser des films adultes. Ensuite est arrivé le DVD, la VOD, enfin Internet, etc. Et demain ce sera encore autre chose. Donc forcément ça a évolué avec le temps. Ce qui a évolué aussi, c'est la manière de faire les films. Dans les années 70, pour tourner un film, il fallait des caméras, des moyens de cinéma, des caméras 35 mm, etc. Marc, en 79, a été le premier à tourner directement en vidéo, avec des caméras vidéo. Donc ça apportait une image complètement différente et un aspect visuel et artistique complètement différent. Entre-temps, ça a aussi beaucoup évolué, forcément. Et on va dire que une autre révolution, ça a été l'accessibilité à la réalisation et à la production de contenu pour adultes. N'importe qui peut du jour au lendemain réaliser un film X et en fin des années 90, début des années 2000 sont arrivés les premiers caméscopes numériques. Donc du coup, n'importe qui pouvait être réalisateur de films et sont arrivés en même temps également les logiciels de montage. Et donc du coup, n'importe qui a pu devenir monteur. Donc c'était la mode de ce qu'on appelle le film X gonzo, le film sans histoire, qui coûtait très peu cher à faire, qui était tourné, monté souvent par l'acteur qui était lui-même réalisateur et producteur de son contenu.
Donc voilà, il y a eu aussi cette révolution du contenu qui a complètement changé, qui revient un peu parce que forcément vous avez une offre qui est largement supérieure à la demande, et avec cette disponibilité assez immédiate de contenus illégaux gratuitement, ce type de contenu est de moins en moins acheté et donc du coup de plus en plus dur à produire, ou en tout cas à rentabiliser. Et donc vous avez évoqué le caméscope. Est-ce que donc, selon vous, dans son histoire, l'industrie du X a favorisé le développement d'innovation? Donc vous avez cité le caméscope, il y a eu la vidéo à la demande par exemple. Vous citez le Minitel, voilà, c'était plein de choses. Oui, en général, l'adulte a vocation à être toujours une industrie innovante. Et de ce que j'ai pu constater et de l'histoire de cette industrie, effectivement c'est le cas. Dès qu'une nouvelle technologie est adoptée par l'industrie adulte, en général elle prend pour le grand public. Et quand ce n'est pas le cas, le grand public ne prend pas non plus. Voilà, on peut citer effectivement Internet, la téléphonie, effectivement les premières sources de revenus en téléphonie c'était l'adulte, le Minitel, voilà, certains ont fait des fortunes avec les sites de rencontres de l'époque, voilà, les Adopt un mec des années 80. Voilà, toutes ces nouvelles technologies, quand l'adulte s'y retrouve, l'industrie, forcément l'adulte est obligé d'être en avant, de tester des nouvelles choses, et donc du coup innove et teste, et des fois une technologie ne prend pas. Je ne sais pas, dans le DVD on peut parler du multi-angle, qui était à un moment donné une révolution, on va pouvoir choisir les angles différents des cadrages. C'est clairement quelque chose que l'industrie adulte n'a pas adopté, et qui n'a pas du tout marché non plus pour le mainstream. Je pense notamment à la HD, où on est en pleine guerre du HD DVD ou du Blu-ray. L'industrie adulte n'est allée ni chez l'un ni chez l'autre, parce que pour nous, la HD c'est pas quelque chose de révolutionnaire ou primordial pour le contenu. C'est pas ce que recherche le consommateur ou le client en premier lieu. Et donc du coup c'est pas quelque chose sur lequel il est prêt à payer plus pour avoir ça. Voilà. Par contre vous avez souhaité investir dans la 3D de manière importante. Donc pour vous la 3D c'est une manière de gagner plus d'argent, faire de la valeur et de créer un nouvel écosystème, ou non, on a voulu, comme je disais, on teste les nouvelles technologies. Donc la 3D, effectivement, en 2010, on a voulu tester ça. On a voulu voir ce que ça pouvait apporter de plus par rapport à un contenu 2D. Et donc du coup, on a produit spécifiquement pour de la 3D. Donc ça veut dire un tournage complètement différent, une mise en scène différente, un montage différent. Et donc du coup, forcément, une commercialisation, une diffusion, une distribution complètement différente. On a produit une centaine de programmes en 2010. On n'en a pas produit depuis. Donc c'est pas forcément parce que c'est pour faire plus d'argent. C'était pour tester quelque chose de nouveau, d'innovant. Je pense qu'on était peut-être trop en avance sur le contenu, parce que les gens ne sont pas équipés. En tout cas en 2010, 2011 et même maintenant sont quand même assez rares les équipements 3D. Maintenant les télés sont toutes 3D par défaut, donc du coup forcément ça remplace, les gens qui remplacent leur télé deviennent 3D compatibles. Mais ça reste assez light. Ensuite vous avez une contrainte de diffusion et de distribution du contenu. Si vous cherchez un support physique, il faut que ce soit un Blu-ray 3D. Un Blu-ray 3D, alors déjà, nous ne faisons pas de Blu-ray. Voilà, on en a de Blu-ray 3D, j'en ai un ici. Hop, là qui sont soft. Nous, on s'adresse à une clientèle de support physique. Si je devais sortir des 3D, ça c'est disponible en Fnac, en grande surface, n'importe où, c'est complètement soft. La version hard, elle n'existe pas, parce que je ne serais pas autorisé à les vendre au centre Leclerc ou à la Fnac. Et donc du coup, mon coût d'amortissement sur ces programmes-là, je ne serais pas rentable de faire des Blu-ray 3D, donc on ne les fait pas. Donc la 3D, elle est disponible sur Internet et chez certains opérateurs en FAI. Mais ça reste une niche, d'une niche, puisque l'adulte est au final une niche. Le 3D adulte est la niche de la niche. Donc voilà, on l'a fait, on s'est amusé à le faire. Je pense que la 3D marchera qu'à partir du moment où les contraintes techniques type des lunettes ont complètement disparu, ou aussi ce qu'on regrette fortement et ce qui a pour nous causé la chute assez rapide de la 3D dans l'industrie, pas l'industrie adulte mais en tout cas l'industrie du divertissement. C'est tous les films qui sont sortis au cinéma marketés automatiquement en 3D alors qu'ils ont été tournés en 2D, pensés en 2D, et c'est juste en post-production on les a transformés en 3D juste pour vendre €1 de plus les entrées en salle. Et ce qui fait que du coup l'expérience 3D était très déceptive pour le spectateur.
Et au final, il finissait de son film, il a vu la 3D quasiment nulle part dans le film. Ce qu'on appelle 3D, c'est pas la 3D de profondeur, hein, c'est plutôt la 3D de jaillissement, tout ce qui sort de l'écran. Et finalement, la seule expérience 3D qu'il a appréciée, c'est la pub Haribo où les Tagada et le Dragibus sautaient sur lui. Et donc voilà, forcément, au bout d'un moment, les gens sont déçus, ne vont plus forcément payer plus cher pour la 3D. Et maintenant, voilà, c'est plus un avantage marketing de marketer 3D au cinéma. Malheureusement, voilà, ils se sont un peu tués leur propre piège. Et je veux parler de mode de financement dans lequel vous avez eu recours, le crowdfunding. Ouais. Donc vous avez produit un film qui s'appelle Mademoiselle de Paris. Voilà, c'est ça fiché derrière. Ah, très bien. Et selon vous, c'est un moyen pour vous de financer vos films, étant donné que je sais que les banques sont assez peu réceptives au financement de vos activités, ou est-ce que c'est une tentative de créer du lien avec les consommateurs, de les impliquer davantage dans la... C'est clairement l'option 2. Ah, d'accord. L'option 1, le groupe va très bien et s'autofinance sans problème. Donc, c'était pas pour essayer de réduire ses frais. Et c'était vraiment une expérience de participation parce qu'on a impliqué les internautes tout de suite dès la création. L'idée, elle est née avec les réseaux sociaux, quand on a commencé à lancer les Facebook, les Twitter. On a commencé à pouvoir échanger enfin avec nos clients, nos consommateurs, ce qui jusqu'à présent, je ne savais pas qui achetait le DVD en ligne ou quand il se rendrait dans un sex shop, etc. Là, vous pouvez avoir un échange, des retours directs avec des gens, et donc du coup, forcément, c'est hyper intéressant. Et l'idée du crowdfunding est venue là-dessus, c'est-à-dire de faire un film. Quand vous êtes producteur, vous essayez de faire un film qui va plaire au plus grand nombre. Ou alors, sinon vous faites financer par le CNC, vous faites un film pour faire 12 entrées salles, et puis c'est pas grave, c'est le CNC qui a payé. Nous, c'est pas le CNC qui nous finance, donc du coup, on est obligé d'y aller. Pourtant, 10% de nos revenus vont au CNC, donc ça c'est encore un autre débat. Et donc du coup, l'idée c'était de faire un film avec eux. Et je pense que c'est pour ça que l'offre a vraiment plu auprès des internautes, c'est qu'on leur a pas demandé de miser sur un produit qui était déjà fini. On leur a demandé de faire le film avec nous et donc participer à toutes les aventures de pré-production. Voilà, on les impliquait en leur demandant leur avis, des sondages. Voilà, l'idée c'était de faire un film avec eux sur la thématique des Parisiennes. Voilà. Donc, du coup, dans les thématiques, il y a 3 types de scénarios possibles. Voilà, lequel ils préfèrent. Ils choisissent. Ensuite, vu le scénario choisi, qui était des colocatrices à Paris, voilà, quel type de personnage doit cohabiter ensemble entre la banquière, l'étudiante, la prof de sport, la bimbo ou la mannequin, etc. Voilà. Et ensuite, quelle actrice doit interpréter quel rôle. Voilà, ça a été, les internautes sont venus faire de la figuration dans le film, des internautes ont fait même le générique du film. Donc toute une aventure hyper marrante, hyper enrichissante, parce qu'il y a de vrais échanges qui sont pour la plupart qui nous connaissaient, qui appréciaient la marque, mais qui n'étaient pas forcément nos clients les plus fidèles, mais qui aimaient cette aventure. À l'époque, en 2010, quand on l'a lancé, le record c'était Grégoire dans la musique. Grégoire avait récolté 75 000 € en un mois et demi. Quand on a lancé mydorsel.com, on a récolté 95 000 € en 78 heures. On a un petit peu explosé ce record, il y avait une grosse attente. Pour autant, on l'a fait qu'une fois, parce que le film est sorti, le film avait beaucoup de presse. Les internautes ont touché de l'argent jusqu'à 2 ans après la sortie du film. Parce que après 2 ans, c'est trop compliqué à gérer et ça ne rapporte plus grand-chose, un film qui a plus de 2 ans. Et les internautes ont tous récupéré 30% de leur mise. Leur mise, plus 30%. Donc ils ont fait un placement à 30%, ce qui est assez intéressant et assez rare en banque. Voilà, on a un internaute par exemple qui a mis 10 000 €. Donc non seulement il a vécu cette aventure-là, il a pu réaliser on va dire un peu ses rêves de faire la scène de ses rêves. C'est lui qui a choisi le casting, le scénario, il est venu sur le tournage, il a pu lui-même faire la mise en scène qu'il souhaitait de son film. Et en plus il a récupéré derrière 13 000 €. Donc c'est sympa. Le financement et la participation peut inciter les internautes à se détourner du piratage ou c'est anecdotique? C'est un aspect qu'on n'avait pas mesuré avant. Et effectivement, comme ils sont devenus, ils ont mis tous un peu des sous dedans, ils sont devenus tous un peu inquiets de la rentabilité du projet. Et donc du coup, effectivement, ont tous milité contre le piratage de ce programme-là. Donc on en est ravis que les gens prennent conscience que c'est difficile d'amortir du contenu et que le contenu se paye. Donc voilà. Après, je pense que ça reste finalement assez anecdotique et malheureusement, on n'est pas encore dans un vrai changement d'état d'esprit où les gens prennent conscience que
le contenu se finance. Nous, on a toujours été, pour parler un peu de piratage, on a toujours été contre Adopi, parce qu'on a toujours trouvé que ce n'était pas le bon axe. On s'en fout d'aller attaquer Madame Michu, dont le fils a téléchargé Bienvenue chez les Ch'tis ou autre. Clairement, ce piratage-là a toujours existé, existera toujours, il y avait d'autres formes. Nous, on lutte plutôt contre les entreprises mafieuses qui, elles, font argent du contenu qu'ils volent eux-mêmes. Ça, c'est plus compliqué. C'est sur ces gens-là sur lesquels nous, on estime que les pouvoirs publics devraient s'attaquer. Parce qu'effectivement, ils ne respectent aucune légalité d'ayant droit, on va dire, aucune égalité fiscale, puisqu'ils ne sont pas en France ou autre, et également, ils ne respectent aucun contrôle parental. C'est-à-dire que nous, sur nos sites, pour voir du contenu adulte, il faut sortir sa carte bancaire. Sur ces sites-là, vous n'avez même pas à dire si vous êtes majeur ou mineur, vous voyez directement tout ce que vous voulez, etc. Donc effectivement, on ne se bat pas avec les mêmes armes sur ces œuvres de piratage. Et pour nous, nos ennemis, ce sont surtout ceux-là. Okay. Et j'aimerais parler un peu des réseaux sociaux, parce que je sais que vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux, ouais. Et notamment après le match de l'équipe de France. Ouais. Pour vous, c'était un bon moyen de promotion, les réseaux sociaux? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de satisfaisant? Parce que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de retombées après cette opération. Alors, les réseaux sociaux sont assez particuliers. On ne communique pas de la même manière sur Facebook, sur Twitter, par exemple. Sur Facebook, l'autre problème qu'on peut avoir, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre de lien vers nos services. Donc je ne peux pas me dire, on a un community manager qui est, grosso modo, son poste est rentable parce qu'il nous ramène du trafic et ce trafic-là achète du contenu derrière, puisqu'on ne peut pas puber sur ces sites-là. Donc le retour sur investissement n'est pas mesurable. Donc on communique quand même sur Facebook, donc en plus il faut être plus puritain des puritains. On communique dessus, mais c'est difficilement rentable. Sur Twitter, c'est un autre axe de communication, c'est une autre cible. Et effectivement, on échange. On a le droit de mettre des liens vers nos sites adultes, mais finalement, quand on parle d'une promotion ou autre, c'est pas sur ces tweets-là qu'on fonctionne le plus. Donc on s'en sert, pour effectivement faire de la visibilité, mais surtout pour interagir. Vraiment interagir avec les gens, parler de tout ce qui est autour sur Twitter, tout ce qui tourne autour de la luxure, et aussi montrer un peu tous les backstage de la vie de Marc Dorcel. Et l'opération sur les Bleus, on réagit souvent aux événements live, etc., etc. Là, il a pris une ampleur effectivement assez démesurée de par, je pense, l'envie des Français d'être à la Coupe du Monde. Clairement, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant. Ça a été des opérations... nous, on est très dans la spontanéité, etc. On n'est pas calculateur ou autre, donc on est là vraiment pour partager et vivre les événements, les faire vivre en direct aux internautes, que ce soit quand il y a un tournage ou effectivement quand il y a un événement live. Effectivement, l'idée de dire voilà, s'ils y arrivent à le faire, on fera tout gratuit. Elle est venue un peu comme ça sur le moment, et du coup rien n'a été prévu en fonction de derrière si vraiment ils allaient le faire. Bon, ils l'ont fait, tant mieux pour nous, pour la France et aussi pour nous, parce qu'on était très contents. Les sites n'ont pas tenu du tout, donc je pense que mes hébergeurs ont énormément voulu. Mais c'était une opération plutôt marrante, et ça reste pour nous, c'est très l'esprit dorcélien. Toute notre communication, elle est faite sur un ton un peu je ne vais pas dire second degré, mais en tout cas qui dédramatise. C'est juste de la pornographie, c'est juste des gens qui ont des rapports sexuels entre eux. Il n'y a rien de grave, je crois que ça arrive à tout le monde, en tout cas je le souhaite. Donc voilà, on ne fait pas travailler des petits-enfants à la chaîne sur des usines pour fabriquer des iPhones, où on ne vend pas d'armes. Voilà, on fait rien d'illégal, c'est juste du plaisir. Okay. Et donc du coup, on se sert de toutes nos campagnes de communication, elles sont faites sur cet humour-là. Voilà. Et vous avez évoqué des entreprises un peu puritaines, on peut citer aussi Apple ou Google. Et vous avez notamment déclaré que les Google Glass étaient une innovation qui n'était pas tout à fait pertinente pour l'industrie du UX. Pourquoi Alors peut-être que je me trompe, en tout cas dans la version qui est là, qui est sortie, je ne vois pas quelqu'un prendre plaisir à regarder un film UX avec ses Google Glass, parce que je ne le vois pas le regarder en présence d'autres personnes, ou en tout cas peut-être pour d'autres buts où c'est bizarre. Et quand il est seul, je ne le vois pas non plus regarder sur son petit écran de sa petite lunette. Je pense qu'il faut d'autres moyens. Donc ça, sur le côté visionnage, j'ai un peu de doute.
Et sur le côté tournage ou autre, je pense qu'on en est encore au gadget effectivement d'une évolution technologique assez intéressante. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle soit faite sur la pornographie. Je sais que Google crie qu'il n'y aura pas d'application pornographique, etc. Ça m'amuse un peu, c'est un peu comme Apple qui dit qu'il n'y a pas d'application porno sur son App Store. Ça me dérange parce que je me dis les adultes qui voudraient les voir, qui voudraient en avoir, on leur en empêche. Et deux, si effectivement le but d'Apple est de protéger les mineurs, je préfère largement qu'il installe un filtre sur son iPhone qui protège vraiment les mineurs et qui déclare que l'iPhone appartient à un mineur et qui bloque également la navigation Internet. Parce qu'en 2 secondes, si vous voulez, on peut regarder toutes les images pornographiques qu'on veut sur un iPhone. Donc cette hypocrisie-là, ou en tout cas ce mauvais axe de protection des mineurs ne m'intéresse pas.